D'abord, je vais vous présenter qu'est-ce qu'est le Nunavik. On a entendu parler donc du Nunavut, les Inuits, les Inuits. Alors, juste peut-être une mise en contexte, principalement pour nos partenaires kanaks. Le Nunavik, comme vous voyez, c'est la partie très au nord, septentrionale de la province du Québec. Ça représente en territoire un tiers de la province. C'est 14 communautés inuites qui ne sont pas reliées entre elles par des routes. Alors, c'est transport par avion ou par bateau ou par motoneige en saison. Ça se trouve, dépendamment des communautés, de 1500 à 2500 km de Montréal. On parle de 3 communautés, donc, sur les 14 qui ont plus de 1000 habitants. Le reste, ça peut être variable entre une centaine d'habitants et donc jusqu'à 2000, 2500 pour la plus importante, qui est Kuujjuaq. La population totale est de 10 200 et donc on peut dire que 90% de cette population-là résidente est d'origine inuite. Le village d'Inukjuak en hiver. L'adoption, donc, en contexte inuit. Mise en contexte, on peut dire que l'adoption au Nunavik, elle est en majorité d'ordre coutumier. Donc, les adoptions légales, telles qu'on l'entend en droit statutaire, il s'agit d'une exception. C'est avec les cas particuliers de la protection de la jeunesse. Au Nunavik, un nouveau-né sur 5 est adopté selon la coutume. 23% des plus des 15 ans ont déclaré avoir été adoptés selon la coutume, dans une proportion égale homme-femme. Et 50% des plus de 15 ans ont été adoptés ou ont donné en adoption au moins un enfant. Et ceci, ce sont des chiffres qui ont été compilés en 1992 par une étude par la Régie de la santé des services sociaux du Nunavik. On sait que cette prévalence-là, elle est constante. Je l'ai mis plus loin. Elle est constante. Alors, on a les données compilées par le directeur de l'État civil du Québec depuis 1979 jusqu'à 2006. Alors, on voit que le nombre d'adoptions demeure sensiblement le même, avec quelques montées dépendamment des années. C'est sûr qu'il y a une progression parce que la population inuite progresse également. Comme toutes les populations autochtones, il y a une progression rapide. Je vais revenir un peu avant. L'adoption coutumière inuite, tant qu'à elle, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'il s'agit d'une adoption où il y a un changement de lien de filiation au bénéfice des parents adoptifs. Ça suit une entente qui intervient lors de la grossesse entre les mères naturelles et les parents adoptifs. Dès lors, les parents adoptifs deviennent en fait responsabilité, devoir, obligation, les parents réels de l'enfant. Les parents biologiques, cependant, demeurent connus de l'enfant. C'est un processus simple qui relève de la tradition orale, qui est endogène en ce sens qu'il se passe dans les communautés, dans la région, sans intervention d'acteurs étatiques. L'intérêt de l'enfant, oui, est prioritaire, mais il doit être conjugué à l'intérêt de la famille, l'intérêt global de l'enfant. Je vais y revenir un peu plus tard, mais c'est une notion qui diffère en ce sens-là au niveau des communautés. L'intérêt de l'enfant ne doit pas être pris pour l'enfant lui-même, mais de par son rôle avec sa famille, de par son rôle dans sa communauté, de par son rôle avec la région également. L'adoption coutumière inuite est une adoption qui est ouverte, flexible, mais dont les effets sont permanents. Et cette permanence-là, il peut y avoir certaines exceptions, et ça va être les cas de réadoption par le parent biologique au décès du parent adoptif. L'exemple de ça, c'est un enfant qui va être donné en adoption. Le premier enfant va être souvent donné en adoption aux grands-parents. Ça fait partie de la coutume. Le grand-parent est âgé, décède. Les parents biologiques, la mère biologique va reprendre à ce moment-là l'enfant et on va refaire une autre adoption, une réadoption avec sa parenté, sa filiation biologique. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que ce cas-là précis, qui est peut-être une majorité des adoptions au Nunavik, lorsqu'on traite de l'adoption étatique, elle va entrer en conflit parce que l'âge des parents adoptifs va être important. Est-ce qu'on donne un milieu permanent, stable, sécuritaire et où l'attachement va demeurer pour l'enfant avec un parent âgé? Vraisemblablement, la réponse pourrait être non. Cependant, au sens de la coutume, le temps qui va être passé avec ce parent âgé-là
vaut beaucoup plus que le temps passé avec un parent plus jeune, parce que l'enfant va être en contact avec vraiment ses coutumes, ses traditions au niveau de la langue également. Il va y avoir un renforcement. Alors, la coutume nous dit que c'est pas important, que ça soit 5 ans, 10 ans ou 20 ans, c'est pas un critère qui doit être considéré en autant que cet enfant-là soit finalement aimé dans sa famille adoptive. Alors, l'âge n'est pas prépondérant du tout en adoption coutumière. Ce qui est peut-être aussi intéressant à noter, c'est que l'adoption coutumière inuit, ça passe par les mères. C'est un mode un peu plus matriarcal en ce sens-là. Donc, le consentement va être donné par les parents biologiques, mais il va y avoir une prépondérance du choix fait par la mère biologique. Dans nos discussions, à une table que vous allez voir plus tard, notre groupe de travail avec les représentants du gouvernement, on voulait s'assurer du côté étatique que le consentement du père était bel et bien pris en compte au même titre que celui de la mère. Mais selon la coutume, le père, oui, a un rôle à jouer, mais c'est pas lui qui prend la décision. La décision intervient de la mère et des grands-mères maternelles la plupart du temps. Et c'est même reflété dans la terminologie qui entoure l'adoption coutumière inuit. Dès le moment où l'enfant est adopté, il va appeler ses parents adoptifs du terme même de papa, maman, ananak, atata. Mais il va appeler sa mère biologique d'un autre terme, qui va être pukuluk. Mais il n'existe pas de terme en inuktitut pour le père biologique. Ça démontre un peu de comment se forme la coutume dans le sens du consentement et surtout du choix par rapport à l'adoption. Ce qui est peut-être intéressant, on l'a traité un peu plus tôt, Sébastien en a parlé un peu plus tôt, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que l'adoption coutumière inuite se faisait facilement, sans complexité et sans problématique, du fait que comment elle était consignée, c'était sur des actes de baptême ou par les autres registres que les missionnaires ou les chefs de trappe, les maîtres de trappe pouvaient tenir. Alors, une famille se présentait dans son mouvement de nomadisme, arrivait avec ses pots, disait « Voilà, nous avons cet enfant, il est adopté. » Alors, le nom de l'enfant était consigné, un prénom. Souvent, on y ajoutait un nom de famille, mais les Inuits n'avaient pas de nom de famille. Alors, un nom de famille était créé. On donnait un numéro E9, pour que l'enfant puisse être retracé, même si on avait fait une erreur dans sa rédaction de nom. Et on inscrivait « reçu en adoption, telle date ou telle date ». Et voilà, l'enfant devenait l'enfant de ses parents-là, sans autre recherche de validation. En 1994, on arrive avec un grand changement au Code civil du Québec où on donne une autorité au directeur d'État civil de dresser ses actes d'État civil de façon exclusive. Et on met fin donc à la proximité de consignation des actes, des effets de l'adoption. La réaction que la région a eue, parce que, bon, comme on a vu, c'est un nombre important d'adoptions qui sont faites sous la coutume, ça a été de commencer des consultations régionales. Ça a été Makivik et la Régie de la santé des services sociaux du Nunavik qui ont mis un grand processus de consultation en branle qui a duré environ 2 ans, de 1994 à 1996. À l'issue de quoi, la région s'est positionnée. Donc, 2 organismes du Nord, qui sont la Régie de la santé et le gouvernement régional du Nunavik, ont passé des résolutions disant qu'est-ce qu'ils entendaient par coutume d'adoption au Nunavik. Et ils se sont positionnés en faveur, d'abord, d'une procédure de reconnaissance des effets de l'adoption coutumière inuite. Ils suggéraient, pour ce faire, l'action de comités aviseurs locaux à être établis au choix des communautés. Il propose pour ce faire également un rôle de certification donné aux maires et aux présidents ou vice-présidents des corporations foncières locales. Peut-être j'arrêterai ici juste pour vous dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien que l'accent est mis sur le local. La localité, la communauté a un rôle à jouer par rapport à l'adoption coutumière. Donc, c'est pas quelque chose qui est fait régionalement, ni qui est fait par l'État. Et la région se positionne à l'effet qu'il s'agit d'une pratique ancestrale, immémoriale, orale, consensuelle, non confidentielle et intervenant entre Inuits.
Sur cette base, la Société McKivick est arrivée avec une entente administrative qui est mise en place depuis près de 20 ans. Et c'est cette déclaration-là que vous voyez, c'est déclaration d'adoption coutumière inuit. C'est une feuille très simple, 8,5-14, qui est complétée et signée par les parents biologiques et par les parents adoptifs. Comme je l'ai dit plus tôt, elle est authentifiée par les maires et les présidents ou vice-présidents des corporations foncières locales. Et cette authentification-là n'est pas pour faire une vérification, si ce n'est que pour dire que l'adoption, qui est transcrite sur cette feuille-là, est conforme aux coutumes et que l'enfant, qui est nommé au document, est reconnu comme tel, est reconnu comme l'enfant des parents adoptifs. Cette feuille-là, ce formulaire-là, est transmis au bureau d'inscription du Nunavik, qui est tenu par McKivick à notre bureau de Coudjouac. Et par la suite, on fait une transmission au directeur de l'État civil sur la foi de quoi les actes de naissance sont modifiés pour y voir inscrits les parents adoptifs. Peut-être juste noter qu'à ce jour, il n'y a aucun comité aviseur local qui ne fut créé à l'instigation des communautés. Quelques écueils. D'abord, il y a eu quelques questionnements qui ont été soulevés quant à la légalité du procédé administratif. Le professeur Grandmont en a parlé un petit peu plus tôt. C'est de voir comment ce processus-là, qui n'est pas reflété au Code civil ni dans aucun acte législatif, comment un directeur de l'État civil pourrait-il avoir une autorité qui ne lui est pas donnée légalement. Ça donne ainsi une incertitude quant à certains droits ou des valeurs fondamentales données aux enfants, notamment des questions d'identité, de responsabilité, de liberté de mouvement, de succession, d'accès aux droits sociaux, économiques. Ça donne un traitement discriminé en ce sens à l'endroit des enfants adoptés coutumièrement, mais également à l'endroit de leurs parents.